Bonjour tout le monde. Je suis Raoul Kamga, professeur à l'UQAM. Puis ça, c'est un travail qui a commencé il y a plusieurs années déjà, quand j'étais encore ici à MST avec mes collègues, Pierre Lachance et tous les autres qui ont travaillé. Et puis on s'est dit que c'était quelque chose d'intéressant et qu'on pouvait partager avec vous. Et pour qu'ensemble, on continue à faire mûrir nos réflexions. Généralement, la rétroaction, elle est vraiment abordée sur plusieurs angles et tout, et de manière très concise sur ses qualités, sa pertinence. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons partager avec vous, c'est comment est-ce que la rétroaction a plutôt été mobilisée comme un pilier dans le design de notre cours. Donc ça veut dire on est vraiment passé au côté du coup, on est vraiment allé au côté plus macroscopique de la chose, plus la rétroaction seulement pour une activité, mais comment est-ce qu'en agençant plusieurs rétroactions, on mobilise cela comme un pilier du cours. Donc, on va aborder ces différents aspects, hein, les questions qui ont été posées, comment est-ce que le dispositif a été influencé par la rétroaction, et puis la structure du cours, comment est-ce que les rétroactions sont rentrées en jeu pour les différents éléments. Alors, la question autour de laquelle on va, comme présenter aujourd'hui, graviter aujourd'hui, c'est comment mobiliser la rétroaction pour contribuer à rendre l'élève actif dans une formation à distance en mode asynchrone. Donc, il y a comme plusieurs éléments, l'activité de l'élève, la formation à distance et puis le mode asynchrone. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà eu l'opportunité de suivre des cours à distance en mode asynchrone. Vous allez remarquer que plusieurs de ces cours peuvent être ennuyeux parce que parfois, ce n'est pas assez bien, c'est pas assez bien bâti sur certains aspects. Alors, nous, on voulait, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut faire pour concevoir un cours de sciences du secondaire 4 tel que le ministère nous proposait, nous demandait, mais qui ne serait pas ennuyeux et qui va pouvoir se donner en mode asynchrone. Un cours dans lequel l'élève sera actif, mais aussi un cours qui considère la charge de travail de l'enseignant. Parce que parfois, on est tellement centré sur l'élève, ce qui est magnifique, et qu'on oublie qu'à côté, il y a aussi un enseignant qui, si la charge de travail est énorme, ne va pas être content de faire vivre ce cours à ses élèves. Donc, il fallait comme tenir compte de tous ces aspects-là. Alors, plusieurs éléments qu'on sait déjà de la rétroaction, quelques-uns que nous vous présentons ici à l'écran. On sait que c'est un élément, la rétroaction vient après le travail de l'élève, que c'est une correction qui est commentée, que ça apporte un jugement de valeur, mais de façon argumentée et raisonnée. On sait aussi que ça permet d'aller approfondir les connaissances de l'élève. Mais comment le numérique peut-il nous améliorer, peut-il nous aider à améliorer ces aspects-là? Comment le numérique peut-il contribuer à améliorer ces aspects? Comment on peut automatiser la rétroaction dans un cours de sciences asynchrone? L'automatiser de telle sorte qu'elle reste quand même personnalisée à l'élève. Comment est-ce qu'on peut faire? Comme les différentes questions qui sont passées, je dirais, dans notre tamis lorsqu'il fallait réfléchir, comment est-ce qu'on peut aller chercher tous ces aspects-là? Donc, dès la base, il y avait plusieurs piliers de notre cours, mais la rétroaction était un pilier de ce cours, était l'un de ces piliers-là. C'était vraiment un élément sur lequel on a décidé de mettre l'accent. Comment est-ce qu'on peut faire pour que la rétroaction que l'élève va recevoir pendant notre cours asynchrone ne soit pas juste une rétroaction vide, mais que l'élève qui répond à une question, par exemple, ou bien qui vit une activité, lorsqu'il reçoit sa rétroaction, qu'il ait vraiment cette impression que c'est lui qui est personnalisé par rapport à l'erreur commise, que c'est vraiment personnalisé à ce qu'il vient de faire, à la faute qui est faite. Alors, ça fait qu'au départ, on avait qu'un dispositif Moodle. Pour ceux qui ont déjà utilisé Moodle, vous savez que ce n'est pas le dispositif le plus beau de la planète Terre au départ. Donc, il a fallu comme s'entendre avec le récit FAT pour que notre vision du cours puisse être implémentée, pour que le dispositif puisse être modélé selon ce qu'on souhaitait faire, selon la place qu'on voulait accorder à la rétroaction dans ce design-là. Alors, on a mobilisé plusieurs ressources pour aller chercher le côté actif de l'élève, comme toutes les ressources magnifiques de AlloProf ou du site PHET. On a pensé à créer notre chaîne YouTube pour mettre nos vidéos qui étaient destinées à des questions bien précises selon le besoin, selon les erreurs posées par l'élève. Je vais vous présenter un peu, vous allez voir comment est-ce que tout ça a été mis ensemble. Alors, notre cours, avait plusieurs modules. Je vous présente ici la structure d'un module.
En fait, ça commence par un test diagnostic, je me souviens. C'est comme ça qu'on l'a appelé, pour faire référence à plusieurs choses dont vous maîtrisez mieux que moi, je pense. Et puis, une fois que le test diagnostic était réalisé, le test diagnostic, lui, son objectif, c'était d'aller voir qu'est-ce que notre élève connaît. Il se souvient de quoi? Comme il est en secondaire 4, quels sont les éléments de secondaire 3, 2 et 1 dont il se rappelle, qui lui seront utiles pour réussir son activité, pour réussir son module. Et après ce test-là, l'élève pouvait donc déverrouiller toutes les stations de ce module. Donc, il fallait que l'élève ait une certaine note minimale pour pouvoir déverrouiller toutes les stations de ce module. Puis, tout à l'heure, je vais vous expliquer comment est-ce que cette condition-là nous a permis de mettre une rétroaction qui allait supporter l'élève dans son apprentissage. Et à l'intérieur d'une station, vous pouvez trouver, on avait une station problème qui était posée, mais contextualisée. Contextualisée pour que ça aille chercher l'élève, contextualisée pour que ça parle à l'élève. Et après, on lui proposait des ressources pour qu'il réponde à la situation de problème. Puis, il y avait un test de validation de connaissances qui était suivi d'une solution à la situation de problème. Et à la fin, il y avait donc un projet de fin de module. Et généralement, c'est dans le projet de fin de module que l'enseignant avait donc l'obligation de corriger. Donc, le cours était certes en mode asynchrone, mais l'enseignant lui pouvait intervenir de façon particulière pour corriger le module, le projet de fin de module, qui mobilisait plusieurs éléments des stations. Alors, pour qu'une station soit active, pour que l'élève ne s'ennuie pas, pour qu'il ait l'impression de vraiment être au centre, pour qu'il vive cette expérience d'être au centre de son apprentissage, on a développé une méthode pour concevoir les stations. Cette méthode, elle est regardée du point de vue élève et du point de vue concepteur pédagogique. Concepteur pédagogique ici, ça peut être le conseil pédagogique ou l'enseignant ou la personne responsable du cours. Alors, on voudrait partager cette méthode avec vous parce que vous allez voir plus tard comment est-ce que la rétroaction a été mobilisée aussi au sein de tout cela. Donc, le concepteur pédagogique, on pouvait voir, il y a comme 5 étapes. Ça, c'est la vision de l'enseignant ou du conseil pédagogique qui conçoit l'activité. Il y a comme 5 étapes qui vont de la création du problème à la proposition d'un défi ou des tests pour valider les acquis de l'élève. Donc, on pourra revenir là-dessus si vous le voulez pour mieux expliquer. Donc, c'est une approche par problème, mais contextualisée au cours qui a été proposé de séance. Je vais plus mettre l'accent sur la vision de l'élève, sur le parcours de l'élève. Parce que, comme je vous ai dit, il y a deux versions, la version enseignant ou la version conseil pédagogique et la version élève. Ici, dans la version élève, la première étape, c'est que le problème qui a été proposé à l'élève, on lui propose d'analyser et de proposer des hypothèses. Donc, une fois qu'il a analysé le problème, il propose des hypothèses qui sont ses hypothèses de départ. Parce qu'on prend, pour nous ici, on sait que l'élève, au départ, il ne part pas avec rien dans la tête. Donc, selon le problème qu'il lit, il peut avoir des hypothèses. Notre objectif, ce n'est pas que ces hypothèses de départ soient bonnes ou soient mauvaises, mais c'est que la rétroaction qui sera proposée après puisse l'aider. Donc, une fois qu'il a proposé les hypothèses de départ, il peut maintenant exploiter les ressources. Donc, toutes les ressources qui sont à sa disposition se déverrouillent et puis il peut les exploiter. Il peut prendre des notes dans son cahier qui a été bâti aussi, selon ce qu'il juge pertinent pour lui, pour répondre au problème qui a été posé. Et une fois qu'il pense que son problème est bon et qu'il a assez d'informations, il répond donc au problème, donc il propose une solution à la situation de problème de départ. Et comme on sait que l'enseignant ne peut pas être là chaque fois pour considérer, pour vérifier si cela est correct, ce qu'on fait, c'est qu'on propose une activité à l'élève avec des rétroactions qui sont personnalisées, mais du moins des rétroactions après chaque question. Donc, cette activité a pour but de vérifier si est-ce que l'élève a cerné les informations nécessaires pour avancer dans cette station. Et puis, en fonction de sa note de passage, il est capable de soit avancer ou soit d'accéder à la situation problème, à la solution de la situation problème, ou alors de refaire certaines questions, ou alors de revoir les informations proposées dans la section des ressources. Et alors, une fois qu'il accède à la solution de la situation problème, il peut donc dès lors maintenant comparer son hypothèse de départ et sa solution qu'il avait à la fin, et ainsi qu'à la solution qui est proposée pour la situation problème. Alors, comment est-ce que la rétroaction a été intégrée dans différentes actions? Donc, pour le test diagnostic, dans le cas, par exemple, des questions à choix multiples, s'il y a peut-être 3 choix,
on a fait en sorte que chaque choix proposé à l'élève soit basé sur les potentielles erreurs qui ont déjà été recensées, que l'élève pouvait commettre pour ce type de questions. Par exemple, si c'est une question qui appelle à la multiplication de deux éléments, on va tenir compte du fait qu'est-ce que l'élève, au lieu de multiplier, pourrait plutôt diviser, est-ce qu'il pourrait additionner. Donc, on s'est arrangé à ce que l'expérience des enseignants sur le terrain puisse nous aider. Quelles sont les erreurs que les élèves commettent souvent dans ce type de questions? Ça peut nous faciliter la tâche pour proposer une rétroaction personnalisée. Parce que connaissant que pour tel choix de réponse, voici les erreurs visées, ça fait que la rétroaction qu'on proposait à l'élève mettait en valeur ces éléments-là qui pouvaient être mal compris par l'élève. Donc, si je choisis si mon choix c'est A, la rétroaction que je reçois est différente de ce que je recevrais si mon choix était B, par exemple. Alors, comment est-ce que dans la pratique, ça fonctionne, ce test diagnostic et avec la rétroaction? En fait, c'est que notre test diagnostic, une fois que l'élève l'a fait, s'il réussit son test diagnostic avec une note supérieure, par exemple, à 70%, pour chaque question, réussie ou non réussite, il a une rétroaction qui lui est propre. Mais nous mettons un peu plus l'accent ici sur les questions non réussites. Sur les questions non réussites, on lui propose une rétroaction selon le choix de ses réponses, une rétroaction qui est propre à l'erreur qu'il aurait pu commettre, qu'il a peut-être commis. Et là, il peut continuer, mais il peut décider de recommencer autant de fois. Maintenant, dans le cas où il ne réussit pas, alors on lui propose pour chaque question avec des ressources personnalisées par rapport à l'erreur qu'il aurait pu commettre. Ça lui permet de bonifier son apprentissage et pouvoir recommencer autant de fois que possible jusqu'à réussir. Mais les questions qui ne sont pas réussies sont faites de telle sorte que lorsqu'il recommence, c'est une nouvelle question dans le même esprit. Une nouvelle question qui a la même vision, dans le même esprit, qui vise le même objectif, mais ce n'est plus la même question. Ça fait que ça nous permet d'éviter que l'élève ait juste à mémoriser et tout. Ça nous permet quand même d'aller vérifier est-ce qu'il a appris quelque chose de la rétroaction qui lui a été faite par rapport à son erreur. Monsieur Raoul, si tu me permets. Oui, Pierre. Donc, effectivement, il y a Stéphanie qui avait des questions déjà sur ta diapo précédente, là, qui se posait plein de belles questions sur comment on réagit quand l'élève réussit pas le test diagnostique, etc. Donc, l'idée, c'est pas ici là, de juste faire recommencer 8 fois pour que l'élève l'ait, c'est que l'enseignant, à travers les outils diagnostiques, c'est-à-dire son interface admin, qu'on va dire, du cours, ben, il va avoir un portrait plus fidèle un peu de ce que les élèves savent pas, où ça accroche. Donc, il va savoir que sur ces 32 élèves, ben, il y en a 10 qui ont eu des difficultés sur telle chose. Donc, ça va lui permettre de cibler davantage ses prestations ou ses explications à ces élèves-là. Donc, c'est pas le but là, de dire, bon, ben, tu l'as, on débloque, puis vas-y. Donc, c'est vraiment l'idée de mieux connaître sa classe. Et on pense, nous, on n'a pas encore vécu comme telle la chose, mais on pense que l'enseignant qui utilise des outils comme ça va avoir une meilleure idée de sa classe qu'une classe traditionnelle. Donc, c'est une hypothèse de recherche. Raoul va nous aider à continuer à chercher là-dessus. Puis, si on réussit à avoir une meilleure idée de où sont les difficultés, qui les a, ben, on va pouvoir améliorer la réussite tout simplement à l'aide des outils numériques-là qui permettent d'analyser plus finement la chose. Donc, j'espère qu'on a répondu aux questions dans ça. Exactement, merci Pierre pour les précisions. Et justement, une autre chose que je pourrais ajouter, c'est que, en fait, aussi, l'élève a toujours la possibilité de solliciter l'enseignant. Donc, c'est pas un labyrinthe sans issue, non. C'est vraiment, il a la possibilité de solliciter l'enseignant pour une explication, pour comprendre certaines choses, qu'est-ce qui l'échappe et tout. Malgré le fait qu'on personnalise nos rétroactions, qu'on les documente, qu'on ajoute des vidéos, il a la possibilité de solliciter l'enseignant. Et l'enseignant peut aussi anticiper, puisqu'il a le profil, il a un portrait de qu'est-ce que chaque élève, des problèmes vécus par chaque élève ou de l'ensemble de ses élèves aussi. Il a ce portrait-là. Il peut donc solliciter l'élève pour savoir est-ce que si tel aspect, tu aimerais qu'on en discute ou pas? Est-ce que ça te tente? Parce que j'ai constaté que pour telle activité, ça n'allait pas super bien. Moi, je voudrais t'aider là-dessus. Donc, il y a cette possibilité-là. C'est vraiment pas, on n'a pas tout laissé au numérique. Non, il y a l'enseignant aussi en arrière qui supporte l'apprentissage. On a eu aussi des questions sur l'intelligence artificielle, évidemment. Là, donc, c'est micro, là, ce qu'on fait, ça peut ressembler. Donc, évidemment, là, les ressources sont limitées, mais
l'analyse qu'il y a derrière les réponses des élèves, etc., ce qui est scripté, entre guillemets, c'est un début d'intelligence artificielle pour cibler. Puis à un moment donné, bien, il y aura des moteurs plus performants qui viendront sûrement nous aider là, à mieux cibler notre rétroaction. Exactement. Puis, ce serait magnifique, ça reste une avenue très intéressante pour nous aussi, sur le plan même de la recherche. C'est comment est-ce que l'intelligence artificielle dans ce genre de cas peut être utile, peut améliorer la qualité de la rétroaction. Par exemple, si on revient à la question précédente, un élève qui aurait comme recommencé une question 3 à 4 fois, s'il y a une intelligence artificielle à côté pour supporter, elle pourrait lui donner plus d'indications que peut-être, ou alors l'orienter mieux par rapport à tout ce que nous aurons déjà planifié, bien sûr, et pour tenir compte de ça pour mieux orienter l'élève pour qu'il n'ait pas à se décourager. Donc, ce serait magnifique si la personne est intéressée à ce qu'on en discute plus tard, ça ferait plaisir. Donc là, maintenant, je voulais vous partager une autre façon d'intégrer la rétroaction, toujours dans la station, parce que vraiment, on va rester dans une seule station. La situation problème, je vous ai dit, on propose une situation problème à l'élève qui est contextualisée, mais on lui demande de proposer ses hypothèses de départ. Une fois qu'il a proposé ses hypothèses de départ, il déverrouille la section ressources. Et à l'intérieur de la section ressources, il y a assez d'outils lui permettant de répondre à la situation problème. Et c'est là-bas que tout l'apprentissage aussi a lieu. Une bonne partie de l'apprentissage a lieu, du moins. Et puis, lorsqu'il a pris des notes par rapport à ce qu'il retient, ce qui attire son attention pour répondre au problème, il est enfin capable de proposer une solution à la situation de problème. Lorsqu'il propose la solution à la situation de problème, il peut comparer ainsi ses hypothèses de départ et la solution qu'il vient de proposer. Là, lui-même, il est capable de se faire une première rétroaction par rapport à son travail. L'enseignant n'a pas besoin d'être là, le numérique n'a pas besoin forcément d'interagir, mais il est quand même capable de dire, ah, OK, voici ce que je pensais au départ. Selon les ressources et tout ce que j'ai lu, voici la solution que je propose. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'elle est pareille? Qu'est-ce qui ne va pas? Et une fois cela fait, on lui propose aussi un exemple de solution à cette situation de problème. Il est ensuite capable de faire une deuxième comparaison entre ce qu'il a proposé après la situation de problème et la solution et une solution à ce problème pensé par l'enseignant. Donc, il est donc capable de faire une deuxième proposition. Et puis, dans cette proposition, on met l'accent sur des éléments, sur les potentiels éléments qui auraient pu être difficiles pour lui, de telle sorte qu'il puisse tout de suite bonifier son apprentissage. Puis maintenant, ce que je vous ai dit de façon rapide, en fait, par rapport au test de validation de connaissances, qui était l'élément qui permettait à l'élève d'accéder à l'exemple de solution de la situation de problème conçue par l'enseignant. Selon la note, il fallait qu'il ait environ 60% pour pouvoir passer. Mais sinon, au fond de ce test-là, au sein de ce test même-là, il avait la possibilité, on a les questions s'autocorrigent, donc l'enseignant n'intervient pas. Donc, on allège un peu sa tâche sur ce plan-là. Les questions qui s'autocorrigent, la correction, telle que dans le test diagnostic, est personnalisée. Dans le cas, par exemple, des questions à choix multiples, en fonction de chaque choix proposé à l'élève, en mettant l'accent sur les potentielles erreurs que les élèves commettent souvent. Donc, c'est ainsi que notre présentation s'arrête. Puis, on a donc, ça nous laisse un peu plus de temps pour échanger avec vous. Et puis, peut-être, il y a des éléments sur lesquels vous souhaitez réagir, partager vos impressions avec nous. Sinon, on est là, on vous écoute. Merci. Donc, on a eu l'humain, hein, tantôt, on parlait, là, oui, l'élève est asynchrone, donc il n'est pas directement avec l'enseignant qui est en train de lui expliquer en visio, peu importe. Donc, est-ce qu'il a accès à l'enseignant? Ben, le plus possible. Donc, on aimerait que l'enseignant soit pas, ça ne soit pas juste au lendemain matin avec qu'il ait accès à l'élève. Ensuite de ça, on a parlé aussi pendant la présentation de Jacques, il y a quelqu'un qui disait qu'il faut que l'élève soit assez autonome pour pouvoir prendre la rétroaction et faire quelque chose avec. Donc, ça s'apprend, ça se montre et c'est graduel. Dans les cours à distance, il faut vraiment partir au début, supposer presque que l'élève n'a aucune idée de comment prendre la rétroaction autre que de la lire. Là. Donc, qu'est-ce que je fais avec ce que le prof m'envoie? Puis, arriver à la fin, dire, bon, ben, une rétroaction automatique, OK, je sais quoi faire. Je sais qu'il faut que j'aille voir Allo Prof, que j'aille voir sur le web, peu importe, trouver d'autres ressources qui parlent de ce sujet-là et d'essayer de mieux le comprendre. Là. Donc, effectivement, l'autonomie de l'élève. Là, on parle évidemment de fin de secondaire, donc c'est plus facile de parler d'autonomie que pour les plus jeunes, mais donc on essaie quand même de faire avancer là-dedans.